Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et pour préparer l'été, j'ai une offre spéciale pour vous, chers auditeurs et auditrices, une proposition unique que je vous fais à vous en avant-première. L'idée, c'est de mettre à profit votre été et de démarrer la rentrée sur les chapeaux de roue. Donc vous avez envie d'engager davantage vos collaborateurs, vous me le dites souvent, de leur permettre de trouver plus de sens dans leur travail. C'est impératif de renforcer votre collectif et pour ça, vous souhaitez expérimenter les nouvelles pratiques managériales, si possible sur vos temps morts, en toute autonomie, en étant guidé, c'est-à-dire sans se demander par où on commence et comment on y va, en étant accompagné pour pouvoir répondre à vos questions et en étant soutenu par un collectif. Alors je vous propose, en avant-première, de tester le programme de développement managérial de l'entreprise de demain sur les 6 prochains mois. Simple, pragmatique, efficace, le programme a été conçu avec des dirigeants pionniers à partir de leurs propres expériences pour vous permettre d'avancer avec 1 heure seulement de mise en pratique par semaine. Avec une approche méthodologique unique qui déjoue tous les freins à l'action, qui facilite la mise en pratique, ancre les apprentissages, donne des repères de progression et valorise les avancées. La bonne nouvelle, la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a justement une prochaine cohorte qui démarre dès le 15 juin prochain. Par contre, il n'y a que 50 places, pas une de plus, et première arrivée, premier servi. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que cette cohorte, elle démarre avec une offre spéciale pionnier pour l'été. Et donc pour 1 950 € au lieu de 2 950 €, vous bénéficiez de l'accès à 2 parcours, donc dès votre inscription jusqu'à fin décembre. Donc 2 parcours, 3 coachings individuels, 12 calls de mentoring collectif et du peer coaching ou du coaching 2 à 2 si vous préférez. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un bonus surprise pour tous ceux qui auront terminé leur parcours d'ici fin décembre. Alors, l'idée, vous mettez à profit les temps plus calmes de l'été pour enclencher une nouvelle dynamique. En septembre, vous serez lancé, vous embarquerez vos équipes, on ne vous arrêtera plus et vous terminerez l'année avec la satisfaction d'avoir progressé, fait progresser votre équipe et votre entreprise. Pour ça, inscrivez-vous dès aujourd'hui en vous rendant, en tout cas prenez renseignement, date dès aujourd'hui, en vous rendant sur le site l'entreprisededemain.com, tout attaché, en cliquant sur demande de rendez-vous, afin que je puisse vous faire une démonstration de l'outil, du programme, du tableau de bord, des contenus, de l'ensemble de l'accompagnement qui est mis en place, et si besoin de réfléchir avec vous aux moyens de vous le faire financer par votre entreprise. Le lien est bien sûr dans les commentaires de l'épisode. Alors passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir de nouveau Samuel Durand sur le podcast à l'occasion de la sortie de son 2e documentaire qui est « Pourquoi travaillons-nous ?» D'ailleurs, Samuel est déjà en préparation du 3e. Donc Samuel, que j'appellerai anthropologue du futur du travail, réalise régulièrement des documentaires pour comprendre ce qui se joue dans la transformation du travail actuel. Alors, c'était intéressant, je trouvais, d'avoir le regard de Samuel sur ce qu'est le futur du travail, parce qu'on en parle beaucoup partout, mais finalement on le définit peu. Donc je souhaitais avoir sa définition. Et je souhaitais aussi qu'il nous parle de ce documentaire, donc Pourquoi travaillons-nous, qui est vraiment sur nos moteurs, nos motivations liées au travail, qui nous explique un petit peu les choix éditoriaux qu'il a fait, mais aussi les réactions, les questions qu'il peut avoir lors des projections qu'il fait depuis quelques mois dans les entreprises, pour voir un petit peu comment c'est reçu, comment les gens le vivent, et ce que les gens en retirent, et comment ça vient s'insérer aux réflexions actuelles, et donc quelles sont les réflexions actuelles. Je vous en dis pas plus, je vous propose de l'écouter. Bonjour Samuel. Bonjour Delphine. Merci de venir à nouveau sur le podcast. C'est une nouvelle Avec plaisir.
partager tes nouvelles actualités. Moi, si je devais te définir, je dirais que tu es à ta manière un anthropologue du futur du travail. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous racontes un petit peu ton parcours brièvement et ton actualité aujourd'hui. Ouais, merci. J'aime bien cette définition d'anthropologue du futur du travail. Je vais peut-être te la piquer parce que j'en ai pas beaucoup d'autres pour me présenter. Quand je fais plein de choses différentes, mon parcours aidera peut-être plus à comprendre qu'un titre. En fait, j'ai démarré en faisant une learning expedition. J'ai commencé à m'intéresser au futur du travail quand j'étais étudiant, en faisant ce voyage de 6 mois pour aller à la rencontre d'entreprises et d'indépendants et de lieux qui innovaient sur la façon dont ils collaboraient, sur la façon dont ils travaillaient, sur l'organisation, sur un tas de sujets. Et j'ai rédigé un rapport d'études en rentrant qui racontait tout ce que j'avais appris. Et j'ai voulu partager cette réflexion de façon plus large, avec un public plus grand et de façon plus ludique aussi. Donc j'ai fait des documentaires qui s'appellent Work in Progress. Le premier, donc vraiment juste Work in Progress, qui va à la rencontre de différentes façons de travailler. Dont le message était positif, qui était de dire, on peut s'éclater dans son job, et voilà différentes façons de s'éclater dans son job. Et puis, j'ai fait un deuxième documentaire, qui est mon actualité d'il y a 2 mois, mais qui reste l'actualité quand même, qui s'intitule Why do we even work, qui pose une question peut-être plus philosophique de pourquoi est-ce qu'on travaille, et puis une deuxième question peut-être plus terre à terre, qui est de pourquoi est-ce qu'on rejoint une entreprise plutôt qu'une autre, et qui va interroger les différents leviers de motivation. En 3 mots, en gros, sur l'environnement de travail, sur la tâche en elle-même, et puis sur la mission. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Et donc ça, c'était ce documentaire-là. Et puis là, très 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 dernièrement, je viens de sortir une bande dessinée qui est l'adaptation des 2 documentaires en BD, qui est un mélange entre fiction et réalité, parce qu'il y a des gens bien réels comme Laetitia Vito qui sont dans la BD dessinée avec l'endroit où on l'a vu pour le documentaire, et puis d'autres qui sont vraiment fictifs, complètement inventés, pour une meilleure liberté créative, et puis en même temps pouvoir romancer, toucher un autre public. Voilà, et puis sinon là je viens de lancer une série d'articles avec Welcome to the Jungle qui s'appelle Demain c'est pas si loin, qui va explorer le futur du travail. Donc en fait quand on a dit tout ça, qu'est-ce que je fais? Oui, anthropologue du futur du travail, ça me va bien. En fait j'ai l'impression que j'essaie d'aller découvrir des bonnes pratiques à droite à gauche, et puis ensuite je les redistribue de différentes façons, alors à travers BD, à travers documentaires, à travers des conférences, à travers des articles, à travers des newsletters, aujourd'hui avec toi en podcast, et peu importe, plein de médias différents, mais partager des bonnes idées. Alors justement, c'est aussi en lisant le premier article que tu as fait dans cette... on va parler du documentaire juste après, mais cet article dans Demain, c'est pas si loin, le premier article que tu as fait avec Laetitia Vito, dont tu viens de parler, qui est aussi passé dans ce podcast, sur l'enjeu, en fait, sur définir le futur du travail. Et vous proposez voilà une définition. Je me suis dit, c'est bien de commencer par ça, parce que finalement, on parle du futur du travail, mais de quoi on parle? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en synthèse ce que vous avez posé comme hypothèse de définition avec Laetitia? Ouais, alors il y a plusieurs choses. J'aimerais d'abord donner la définition que j'ai écrite en rentrant de cette Learning Expedition, qui était ma première définition du futur du travail, qui était de dire que le futur du travail, c'est un ensemble de processus, d'outils, d'organisation, de façons même d'envisager le travail, qui permettent d'améliorer à la fois le bien-être et la productivité au travail. Et je rajoutais que c'était des sujets qui, pour le coup, étaient déjà le fait d'une minorité de personnes, et que tout l'enjeu était de les déployer plus largement, en fait, que ça existait déjà. Et donc, pour revenir à ce qu'on dit dans l'article, c'est que le futur du travail, en fait, c'est l'étude du passé et du présent du travail, pour essayer de détecter des signaux faibles qui vont permettre de déterminer à quoi va ressembler le travail de demain. Mais c'est en aucun cas regarder dans une boule de cristal en se disant, voilà, en 2030, en 2040, en 2050, ça va être ça. C'est de se dire, qu'est-ce qui existe aujourd'hui déjà, qui fonctionne déjà, quels sont les phénomènes, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les autres formes d'organisation qui peuvent exister, qui potentiellement seront là demain. Et donc, dans cet article avec Laetitia, ce qu'on dit, c'est que c'est pas facile du tout en fait, parce que tu as de bons risques de te planter. Il faut croiser les regards de plein de personnes différentes, et des personnes qui ont des situations, des backgrounds, des histoires différentes aussi, pour ne rien louper. Et on n'est toujours pas sûr avec tout ça de savoir définir précisément ce que c'est le futur du travail, mais dans tous les cas, il faut adopter cette posture de recherche, de découverte,
Et donc, il faut s'intéresser à l'anthropologie, il faut s'intéresser aux sciences sociales, aux sciences économiques, il faut s'intéresser à des choses très concrètes sur l'organisation et sur le management, ce que font des petites entreprises de droite à gauche qui innovent, qui testent de nouvelles choses, et puis il faut les tester. Et pourquoi est-ce qu'il faut les tester, en fait? Parce qu'on est plus adaptable face à une crise. Et je vais te reprendre un exemple tout simple, c'est que il y avait déjà dès 2010, 12, 15 des entreprises qui faisaient du télétravail, qui n'avaient pas de bureau, qui avaient choisi d'avoir une communication qui était beaucoup plus fondée sur l'écrit, d'avoir des moments où ils se rassemblaient, qui étaient des temps forts, qui étaient très très intenses, mais que le reste du temps, la production même du travail se faisait plutôt à distance. Voilà. Et ça, c'était vraiment, je sais pas, les 0,1% des entreprises, même encore moins certainement, des pionniers qui testaient des choses. Et je pense que en fait, toutes les boîtes auraient dû regarder ce qui se passe et se dire, OK, nous, on va pas faire ça. Par contre, on va tester une petite brique de ce qu'ils font parce que ça a l'air intéressant. Et forcément, quand arrive le Covid ensuite et que tout le monde est à distance, t'es beaucoup plus adaptable si tu sais déjà ce qui se passe, comment ça fonctionne et où trouver de la ressource pour t'adapter, plutôt que si tu le manges en pleine face en disant, ah ouais, on peut travailler à distance, c'est vrai. Donc, voilà l'enjeu de pourquoi est-ce qu'il faut écouter ces signaux faibles, et du coup, faire cette étude du futur du travail. Écoute, c'est effectivement intéressant. À un moment donné, j'aimais bien parce que c'était une headline que vous avez, donc c'est même le titre. C'était l'enjeu du futur revoir, c'est d'apprendre à mieux regarder le monde. En fait, c'est de nous rendre curieux et surtout pas de nous faire théoriser. C'est ce que tu dis et c'est exactement ce que tu fais en fait dans tes reportages, dans ton documentaire, pardon. Et du coup, parlons maintenant du documentaire. Donc, j'ai eu la chance de voir ce documentaire en avant-première il y a quelques temps. Et hormis le fait 2 fois en avant-première, il me semble. Je l'ai vu 2 fois, et j'ai essayé de le 2 fois. Hormis le fait que j'avais à chaque fois très envie de manger de la glace Ben & Jerry's, parce que il y a l'entreprise Ben & Jerry's, il y a un reportage là-bas, une partie du documentaire est faite là-bas. Ce qui m'a marqué personnellement, c'est le côté vous avez la main en fait, c'est vous avez le choix, voilà. Le futur du travail, c'est aussi le futur que vous voulez avoir. C'est aussi engagez-vous dans les entreprises qui font sens pour vous, qui vous correspondent. Parce que tu nous as montré des endroits, quelque part où il fait bon travailler, mais qu'il y avait des façons de fonctionner qui étaient radicalement différentes. Donc en fait, on pouvait vraiment chacun trouver. Voilà, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'y avait pas un modèle, il y avait plusieurs possibles. Des possibles tout aussi stimulants les uns que les autres, mais avec, voilà. Et à la limite, qui peuvent correspondre à un individu aussi à différentes périodes de sa vie. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et responsabilisant et engageant dans ce sens-là, et optimiste pour le futur, qu'on soit collaborateur ou qu'on soit entreprise. Mais ça, c'est uniquement ma perception personnelle. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Est-ce que tu peux on va pas te déflorer, tu as bien présenté le documentaire, et nous dire un petit peu plus comment est-ce que les gens réagissent, quelles sont les conversations que ça déclenche, puisque tu fais ça aussi. Tu vas le présenter en entreprise pour que ça déclenche des conversations. Justement, pas qu'ils soient, on fait 2-3 jours de télétravail, mais qu'ils soient un peu plus profondes et un peu plus complexes, qui prennent la complexité du monde du travail. Je te laisse ça. Écoute, ouais, c'est exactement ça, parce que un article, comme un documentaire, comme un podcast, pour moi, je le vois comme un contenu qui est là pour planter des graines, pour proposer une vision du travail, du coup, dans ce documentaire, et qui n'est certainement pas exhaustive. Tu vois, on montre certaines entreprises dans lesquelles il fait bon vivre, mais c'est évidemment des boîtes qui sont géniales, mais dans lesquelles il y a des gens qui ont des expériences qui sont moyennes, d'autres qui sont mauvaises, d'autres qui sont très bonnes. Et nous, ce qui nous intéresse dans ce documentaire, c'est de montrer qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, ce sont des très bonnes expériences. Et donc, ça va parler à certaines personnes et moins à d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu vois, tu l'as dit, je vais faire des projections d'entreprise et à chaque fois, c'est des conversations qui sont complètement différentes. J'ai pas l'impression de me répéter ou d'écouter les mêmes choses à chaque fois parce que les gens rebondissent différemment. Alors, l'idée de ce documentaire, c'est que les gens puissent dire, bah oui, quand on voit par exemple les vacances illimitées chez Open Classrooms, est-ce que nous, on a envie de le mettre en place? Est-ce que ça nous parle? Est-ce que nous, on oserait prendre ces vacances-là? Ou est-ce qu'on aurait besoin aussi de mettre en place une prime comme ils le font pour que les gens la prennent, ces vacances illimitées ou pas? Ça pose des questions aussi sur, par exemple, quand tu parlais de Ben & Jerry's tout à l'heure, qui prend position sur les sujets de société, sur la neutralité de l'entreprise, avec des questionnements qui sont: est-ce que moi, j'ai envie de rejoindre une entreprise qui prend position sur les sujets de société, ou en fait, j'attends de ma boîte qu'elle soit neutre? Et du coup, ça, c'est des sujets qui intéressent à la fois les candidats et puis l'entreprise elle-même, les RH forcément. Et puis,
dans toute la partie du milieu du documentaire, on parle du rapport à l'autonomie, du rapport au management, et on pose la question de l'utilité du management, en se disant à quoi sert le management, à quoi sert le manager, et quelles sont les fonctions de ce manager. Et donc, on monte des boîtes différentes, hein, typiquement, on a Saint-Gobain qui nous dit, bah oui, nous on a besoin de manager, il est plus important que jamais. Et puis juste avant, on a Mindera qui nous dit, bah nous il n'y a pas de management, il n'y a pas de manager. Et on se rend compte en fait que dans Mindera, typiquement, bah, il n'y a pas de manager sur des sujets de contrôle, sur des sujets politiques. En revanche, il y a un chef de projet, donc il y a une forme de management sur du management de projet, sur du management opérationnel, mais pas sur du management d'organisation, de contrôle. Donc il y a certaines parties du job du manager qui pourraient être supprimées, d'autres qui pourraient être conservées ou sous une autre forme, sous un autre titre. Et ça, c'est des conversations que du coup les gens ont quand ils voient le documentaire en interne en se disant, bah, en fait, chez nous, on fait pas ça comme ça, chez nous, on le fait différemment, et ça crée des échos. Et ensuite, il y a des conversations qui se lancent, mais sur 1000 choses différentes. Alors, évidemment, on parle de télétravail souvent dès le début. J'essaie de balayer le sujet parce que j'en ai commencé à avoir marre de parler juste d'hybride, de télétravail. Et puis après, on rentre sur d'autres sujets. Et alors, je voulais revenir sur une réaction que tu as eue à la première projection à laquelle j'ai assisté. Tu en as fait un post LinkedIn où une personne t'a dit le documentaire est un peu bisounours parce qu'on voit que des choses qui vont bien. Et en fait, j'aimerais que tu nous donnes la réponse que tu as partagée, qui je trouve est importante parce qu'elle donne le ton de ton travail, explique ton travail. Et donc voilà, je te laisse. Oui, ah ben oui, complètement. Alors, documentaire de bisounours, en fait, c'est parce que c'est un parti pris dès le départ de montrer ce qui fonctionne plutôt que de tirer sur l'ambulance et de montrer ce qui fonctionne pas. Je trouve qu'il y a plus de valeur à mettre en lumière des bonnes initiatives et à avoir un ancrage assez positif. Donc effectivement, le documentaire, quand on le regarde, on se dit bah ouais, tout est rose, le monde du travail c'est génial, allons travailler quoi. Et en fait, c'est parce que c'est le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on peut s'éclater dans son job, c'est qu'on peut aimer ce qu'on fait et peu importe ce qu'on fait, peu importe le statut, peu importe le secteur, peu importe quels sont les levées de motivation, il y a forcément des choses qui sont positives. Et donc plutôt que de montrer ce qui va pas, je préfère mettre en avant quelques initiatives qui sont parfois des entreprises qu'on connaît très bien, comme Ben & Jerry's, d'autres qui sont beaucoup plus confidentielles, comme Madeira, ou comme cet artisan à Chamonix, qui est marrant parce qu'il est très loin de l'entreprise, mais en fait tout ce qu'il dit résonne très bien avec ce qui se passe dans l'entreprise, et c'est assez rigolo de voir que sans avoir jamais bossé en entreprise, il a un discours qui s'entend très bien et qui est très compréhensible et qui résonne très fort avec ce qui se passe dans l'entreprise sur les enjeux de créativité, d'autonomie et de maîtrise de l'impact de son travail. Et en fait, je trouve que c'est ça la valeur d'un contenu, plutôt que de cracher sur ce qui fonctionne pas. Ça a plus de sens à mon avis de montrer ce qui fonctionne, parce que du coup derrière bah t'as envie de dire bah oui, et alors du coup nous on va le faire comme ça, nous on va le faire différemment, ou on va tester. T'as envie de reprendre, et puis ça crée l'enthousiasme. Et puis je sais pas, quand tu vas n'importe où sur une terrasse parisienne, tu vas écouter les conversations. T'as déjà le drame du travail, t'as déjà tout ce qui ne va pas dans le travail qui est raconté sous 1000 formes. Donc en fait, t'as pas envie de voir ça le soir quand tu rentres chez toi. T'as plutôt envie qu'on te donne la patate et qu'on te dise ce qui peut fonctionner et qu'on te mette dans un bon mood quoi. Je pense qu'on inspire avec des choses qui font envie globalement, et ton idée c'est aussi d'inspirer à l'action, d'ouvrir le champ des possibles et d'emmener les gens. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, tu as touché un sujet du doigt que vous développez avec Laetitia, tu en as parlé un petit peu qui est l'histoire de la créativité. Et le retour à l'artisanat, le fait que les gens aient besoin de créer, et donc Laetitia explique très bien dans ton reportage qu'en fait on peut créer à tout niveau, dans tout job, etc. Et rien que pour ça, je pense que c'est un documentaire d'utilité publique, parce que il est important aussi de réanoblir tous les métiers. On a tendance aussi à avoir, voilà, et de redonner. Quand je dis réanoblir, c'est redonner aussi l'occasion aux collaborateurs d'exercer et d'être vraiment qui ils sont dans leur job. Et en fait, ça, c'est quand même un message qui passe quand je disais que ça nous rend aussi acteurs, c'est un message qui passe en filigrane de dire, en fait, les bonnes organisations sont des organisations qui nous rendent acteurs de notre job. Et on peut être acteur tout seul en fabriquant des skis comme fait Soretan Ski, on peut être acteur dans un groupe, on peut être acteur dans ce type d'entreprise. Et ça, je pense que c'est un sujet central du futur du travail. En fait, ça n'a rien de futuriste, hein, c'est juste une réalité, c'est que on a besoin d'être acteur dans notre travail, qu'avec avec l'industrialisation, les process, tout ce qu'on a pu mettre d'intelligent dans l'organisation, on a parfois rendu les gens moins acteurs. Je veux dire, tout ce qui a été de travail sur l'optimisation de l'organisation a souvent, moi je l'ai vu, rendu les gens un peu
un peu bête. Enfin, on attend d'eux après qu'ils s'appuient sur un bouton. Donc, ils sont plus acteurs. Et donc, c'est aussi redonner un petit peu ce rôle-là. Et ça, je trouve que c'est aussi un message qui est assez fort dans le documentaire, sans être forcément patron de sa boîte. Enfin, je veux dire, on voit bien, même chez Ben & Jerry's, etc., comme ils se sentent investis à tous les jobs. Saint-Gobain, idem. Enfin, voilà, dans les différents... Complètement, mais complètement. Alors quand tu dis redonner les lettres de noblesse, ça me fait penser à cet exemple de Laetitia. Tu vois, effectivement, moi j'avais jamais pensé, mais Laetitia dans le documentaire, elle dit bosser sur Excel, c'est créatif en fait. Et c'est pas l'image que tu te fais d'Excel, effectivement. Mais quand tu y réfléchis, bah ouais, on t'envoie un Excel, t'as des trucs à faire dessus. En fait, t'as un problème et auquel il faut trouver une solution. C'est comme les maths. Et c'est super créatif de faire ça. Mais c'est pas l'image que t'en as d'Excel. Et je reviens sur ce que tu viens de dire aussi, ton dernier message. C'est exactement ça, ce documentaire, c'est de montrer que à tous les niveaux de l'entreprise, tu peux t'éclater et tu peux trouver un environnement qui te correspond, trouver des leviers de motivation qui te parlent bien. Et donc c'est ça un peu le rôle du manager et le rôle de l'entreprise, c'est de créer un cadre dans lequel chacun se sent à l'aise et d'être capable d'appuyer sur les différents leviers de motivation. Et le message, c'est pas de dire en fait les boîtes parfaites, c'est les 5 qu'on montre dans le documentaire ou celles qui ont ces caractéristiques-là. Parce qu'en fait, il y a de bonnes chances que la boîte parfaite, elle n'existe pas. Il n'y en a aucune qui agrège l'ensemble de tous les points du cadran. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà quels sont globalement les différents leviers de motivation. Maintenant, à toi de te poser la question sur qu'est-ce qui, toi, te fait lever le matin. Qu'est-ce qui, toi, te motive. Et te dire, OK, qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes dans l'entreprise dans laquelle tu es pour avoir ces leviers de motivation-là qui sont exacerbés, pour que ça te parle, en fait, tous les jours. Alors, et il y a de bonnes chances pour qu'il n'y ait pas l'entreprise qui existe. En revanche, que à ton échelle, tu puisses créer les conditions, l'environnement de travail dans lequel tu t'éclates de cette façon-là. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est super puissant de dire, il n'y a pas besoin de quitter la boîte et d'essayer de chercher la boîte parfaite. Il vaut mieux plutôt, à son échelle, peu importe quel niveau on est dans l'entreprise, proposer un environnement de travail ou ce qui nous manque et essayer de le mettre en place à son échelle. Et si on n'est pas dans une boîte horrible, a priori, on devrait avoir une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir changer ce qu'il faut. Et puis si c'est pas le cas, à nous de le créer. Exactement. Ben écoute, ça me paraît être un très bon mot presque de la fin, parce que j'avais quand même une dernière question. Donc, non, pour le reste, je vous conseille de voir le documentaire. Alors juste que tu nous dises, avant que je te pose la dernière question, donc soit on peut passer par toi, donc on t'écrit pour intervenir et venir le présenter en entreprise. Oui. Soit on peut le voir sur Spicy. Ouais. Tu peux nous dire un peu plus où? Ouais. Comment? On peut voir le documentaire en ligne sur 3 plateformes en ce moment, en France et dans les régions francophones sur Spicy, dans tout le monde sur Curiosity Stream et sur Vimeo, qui sont les 3 mêmes plateformes qui diffusaient déjà le premier documentaire. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier, vous pouvez vous abonner à l'une ou à l'autre et vous regardez les deux d'un coup. D'accord, super. Merci pour cette précision. Et je sais que tu as déjà trouvé ton thème du 3e documentaire, parce que tu l'as partagé dans une de tes newsletters. Tu ne nous le diras pas, j'imagine. Non, je ne le dirai pas encore, mais je l'ai pas encore partagé dans une newsletter. Non, je l'ai même pas fait. Tu as dit que tu avais l'idée, tu avais commencé à avoir l'idée. J'ai dit que j'ai l'idée et que si les gens qui m'écrivent et qui l'ont trouvé, ils seront invités à l'avant-première. Ah, j'ai pas vu cette partie-là, mais j'ai fait comprendre que tu avais l'idée. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. J'ai hâte de découvrir. Je vais essayer de deviner. Et puis, merci encore, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci d'être venu partager tout ça avec nous. Et puis, pour ceux qui veulent te trouver, c'est Samuel Durand sur LinkedIn. Vous peuvent te contacter ou peut-être par email. Par email, ouais, la meilleure façon d'entrer en contact, c'est de s'abonner au billet du futur et puis de réagir, de discuter. C'est une newsletter bimensuelle et du coup, tous les lundis, tu vois, je l'envoie, un lundi sur 2, je l'envoie et puis du coup, un lundi sur 2, je passe l'après-midi à répondre aux emails. Super. Et abonnez-vous, elle est vraiment bien faite et super facile à lire. Merci Sam. À bientôt. Merci beaucoup Delphine, à bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.